Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors l'Atlantide, nous en avons parlé très peu dans Monde Mystérieux. Ce qui est sûr, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, nous ne savons pas l'Atlantide où elle se trouve, du moins si c'est un continent, où ce continent se trouve, ou si ça reste une légende. Ce qui est sûr, c'est que durant pas mal d'années, beaucoup de chercheurs ou d'archéologues ou d'historiens ont essayé de chercher que ça soit l'emplacement de l'Atlantide ou comment dire, des vestiges de cette fabuleuse cité de l'Atlantide. Vous avez peut-être pu le voir dans certains films hollywoodiens, cette grandeur, cette splendeur de l'Atlantide, avec cette grandeur qui est toujours accompagnée d'une certaine technologie. Alors, il se fait qu'aujourd'hui, comme je le disais, on ne sait pas exactement si ça reste une légende du passé, des anciennes civilisations, ou si cette cité de l'Atlantide a réellement existé. Pour parler de l'Atlantide dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé d'inviter quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'il était déjà venu dans Monde Mystérieux. Et je suis content de le recevoir. Alors voilà, Yann, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Yann. Voilà, Yann, bonjour. Bonsoir à tous. Salut Hervé. Bonjour, ça me fait plaisir de te recevoir encore une fois dans Monde Mystérieux, puisque voilà, il était plus qu'important de t'inviter là aujourd'hui dans Monde Mystérieux pour cette grande vidéo qu'on va effectuer. Tu me l'as montré donc hors enregistrement, tu as fait une découverte de fou. Tu sais, il m'est arrivé 3 grands moments dans ma vie. Il m'est arrivé le jour de mes 10 ans, lorsque j'ai vu le film Avatar, je me suis pris une claque. Et voilà, quand j'ai appris que j'ai connu tes travaux, Yann, je me suis pris une autre claque. Voilà, il faut que les gens prennent connaissance de ta trouvaille, puisque voilà, tu as commencé chez Jérôme, sur la chaîne d'Horus. Tu as fait 2 grandes émissions, donc tu as démontré les rapports, tu vas un peu plus préciser ta démarche concernant ce que tu as trouvé, des rapports de proportion et des distances concernant certains sites qui se trouvent sur Terre, certains sites qu'on connaît bien dans Monde Mystérieux, et suite à cela, tu as pu déterminer plus ou moins peut-être où se trouve cette fameuse cité de l'Atlantide. On mettra bien sûr les liens dans la description de la vidéo pour que les auditeurs de Monde Mystérieux, le public de Monde Mystérieux, puisse voir ces premières vidéos. Et nous allons aujourd'hui vous offrir la suite, en quelque sorte, de cette trouvaille. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Yann, voilà, je te laisse parler, puisque tu étais déjà venu dans Monde Mystérieux et tu nous avais déjà surpris. À l'époque, il y a 2 ans, tu nous avais déjà énormément surpris. Donc je pense que tu vas encore plus nous surprendre là pour cette nouvelle vidéo. Ouais, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager dès maintenant le diaporama que j'ai préparé. Voilà, comme ça, hop. Alors, voilà. Le sujet. Hop. Voilà. Alors, voilà, tu as préparé des slides. Tout à fait. Donc, si c'est OK pour toi, c'est parti. C'est OK pour moi. Allez, et du coup, si vous voulez, moi j'ai fait donc déjà des trouvailles dans la pyramide de Khéops, voilà, mais aussi dans l'ensemble des pyramides du monde, puisque je les ai toutes plus ou moins étudiées. Donc, il y a 2 ans, effectivement, donc sur ta chaîne, Hervé, on avait présenté toutes ces trouvailles que j'avais faites dans la pyramide de Khéops. Donc, on avait mis en relation les distances entre les je sais pas, ça peut être par exemple la hauteur de la chambre du roi divisée par la base de la pyramide, ou la distance entre les deux embouchures du conduit supérieur divisée par la hauteur de la chambre du roi, etc., etc. Donc on avait fait plein de choses comme ça et on avait vu que finalement il y avait plein de rapports mathématiques, ou en tout cas on arrivait à percevoir des grands nombres comme le nombre d'or, ou des nombres entiers comme 7, 5, 3, etc.
à fait. Donc on a été même allé jusqu'à parler du plateau en entier de Gizeh. Donc on avait montré que même ces pyramides, elles étaient positionnées pas n'importe comment les unes par rapport aux autres. Voilà. Mais bon, il faut savoir qu'il y a aussi plein d'autres alternatives qui ont fait plein d'autres découvertes sur ce plateau ou sur cette pyramide ou même les autres, etc. Donc c'est qu'une petite pierre que j'ai rajoutée à un grand édifice, quoi. Voilà. Donc j'ai continué. Donc avant tout, ce que j'aurais aimé, c'est poser un peu le cadre du coup de mes recherches, vous expliquer un peu moi comment je vois du coup les choses qui se sont déroulées dans le passé. Tout simplement, j'évalue la qualité d'une affirmation au travers de sa qualité probabiliste en fait. Donc moi, je vais attribuer une probabilité à un événement, voilà. Parce que un fait qui a eu lieu dans le passé, pour moi, c'est un peu comme un fait qui aura lieu dans le futur. Tout simplement parce que ces deux espaces-temps, ils sont inaccessibles. Voilà, tout simplement. Donc on ne pourra jamais être sûr à 100% de ce qui s'est passé dans le passé. Donc déjà, je prends ça comme base. Et pour vous expliquer ça plus correctement, j'ai pris l'exemple du coup d'un match de foot sur lequel on attribue des cotes. Voilà. Donc on voit que ces cotes, elles vont varier en fonction par exemple de la forme de l'équipe, de la composition de l'équipe, des joueurs blessés, de l'actualité du club, etc. etc. Il y a plein de facteurs qui vont faire que les cotes pour un match de foot vont évoluer. Donc il y a 3 issues possibles. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple. Par exemple, le match Canet-Roussillon contre Marseille. Donc il a eu lieu le 7 mars 2021. Et donc les bookmakers, ils nous donnaient des cotes. Voilà. Donc on voit que ici, la cote la plus faible, c'est pour Marseille. Elle est beaucoup plus faible. Donc, a priori, Marseille est donné largement favori. Donc, si on appliquait le rasoir d'Occam, on dirait que il est fort probable que Marseille ne perde pas ce match. Puisqu'effectivement, quand on traduit ces cotes en probabilité, on voit que le cumul des probabilités du match nul et de Marseille, c'est de 100%. Voilà. Donc on se pourrait se poser la question, pourquoi c'est pas le cumul des 3 cotes qui fait 100%? Tout simplement parce que il est aussi possible finalement que Canet-en-Roussillon gagne le match. Voilà. Donc ici, les bookmakers, ils sont plutôt partants pour que ce soit Marseille qui gagne. Mais malheureusement, le résultat du match, c'était 2-1 pour Canet-Roussillon. Donc on voit que finalement, prédire les comportements humains, ça nous réserve parfois des surprises. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, donc si par exemple les bookmakers ils avaient eu vent d'autres éléments, comme par exemple la rupture d'un joueur avec sa compagne, ou bien le fait qu'il y ait eu une bagarre dans le vestiaire, ou que le match ait été truqué, etc. Les cotes auraient été complètement différentes. Et peut-être ça aurait été peut-être plus conforme à la réalité du coup. Donc on voit que la méthode pour déterminer les cotes, elle est non dogmatique, dans le sens où a priori on ne connaît pas tous les facteurs qui vont faire que telle équipe a plus ou moins de chances de gagner un match. Voilà. Donc on dit que c'est non dogmatique. Donc on va essayer de transposer ça un peu à un fait du passé. Donc je vous propose une question. Où a été signé le traité de Versailles? Voilà. Donc on pourrait dire soit c'est à Versailles, soit c'est ailleurs. Donc on voit que moi par exemple, je me dis à Versailles c'est une cote de 1, donc ça a 100% de chance. Mais on voit aussi que du coup, j'exclus pas que ça puisse être ailleurs. Et donc ça, c'est pour finalement toutes les questions relatives au passé. Alors, les bookmakers, pour les matchs de foot, ils bloquent, par exemple, ici, à 200. Donc ça ne pourra pas aller au-delà. Si par exemple, il estime qu'il y a 0,0001% de chance, il va quand même mettre 200, parce que c'est son plafond. Voilà. Donc il y a d'autres bookmakers qui vont dire, par exemple, c'est 100 mon plafond. Voilà. Donc finalement, pour tous ces faits inaccessibles, on peut jamais vraiment affirmer quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais vous dire. Donc du coup, si on a cette réflexion, est-ce que ça peut être finalement comparable à du complotisme, des réflexions de complotistes, ou est-ce que finalement c'est un doute légitime de se dire peut-être que le traité de Versailles a été signé ailleurs, voilà. Ou est-ce que c'est un doute excessif? Donc c'est la question qu'on peut se poser donc à chaque question qu'on se pose. Voilà. Donc on pourrait se poser la question, quelle est la fonction de la pyramide de Khéops? Voilà. Donc là on voit que il y a plusieurs issues possibles.
Ça pourrait être un tombeau, un cénotaphe, pourquoi pas une machine, voire un repère d'aliens. Voilà, c'est ce que je vous propose. Pour vous dire que le nombre d'issues, finalement, il peut être infini. Et donc, moi, dans ma tête, je vais attribuer telle probabilité, donc telle cote, à chaque issue possible. Voilà. Okay. Là, on observe que Monsieur X, par exemple, lui, il attribue pas du tout les mêmes probabilités à ces issues possibles. Et que Monsieur Y non plus. Puisque pour Monsieur Y, c'est impossible quasiment que ce soit une machine ou un repère d'aliens. Donc, on peut dire que finalement, cette vision du monde est extrêmement subjective, puisque on attribue une valeur subjective aux éléments disponibles qui nous permettent de déterminer ces probabilités. Alors, l'avantage de cette philosophie quand même, c'est qu'elle nous force à explorer une possibilité infinie d'issues possibles. Donc, ce qui va faire qu'on va s'ouvrir de plus en plus à d'autres idéologies, on va dire. Et plus nos critères de validation personnelle vont évoluer, et plus nos cotes, elles vont changer. Voilà. Le problème aussi, c'est que cette méthode, elle nous permettra pas de retirer quelconque connaissance, puisque du coup, on n'a pas de dogme qui nous permette de valider nos théories. Mais l'avantage, du coup, c'est qu'elle nous permet, du coup, pas non plus de retirer de connaissances. Donc, on n'affirme pas quelque chose en l'air, si je puis dire, comme on n'a pas de dogme disponible. Bien sûr. Donc, on va essayer de faire rentrer une affirmation dans plusieurs cadres idéologiques pour faire le test, pour voir ce que ça donne. Donc, je vous propose une affirmation, c'est les constructeurs des pyramides du monde ont utilisé des principes communs et spécifiques dans le domaine des mathématiques, de la géométrie, de la géodésie, de l'astronomie, de leur plan de coupe à leur espace dédié. Ça, c'est l'affirmation que je vous propose. Et donc, en la faisant rentrer dans chaque idéologie, on va voir que chacune, elle a un degré de tolérance bien spécifique. C'est-à-dire que les conditions de validation pour valider cette affirmation, elles vont être plus ou moins rigoureuses. Par exemple, on pourrait prendre l'idéologie qu'on pourrait appeler l'ufologie. Voilà. Donc là, si on donne cette affirmation à un ufologue, il va peut-être, lui, nous donner une réponse, nous dire, non, en fait, c'est des reptiliens qui ont construit les pyramides et qui nous ont légué toutes ces connaissances mathématiques, etc. Ouais. Si on demandait à quelqu'un qui fait partie du New Age, lui, il nous dirait, non, en fait, les anciens, eux, c'était les anciens, donc des hommes qui ont construit ça. Mais ils les ont construits sur des lignes telluriques, ils les ont construits sur des réseaux sacrés, des lignes dorées ou plein d'autres choses, etc., etc. Après, on voit que dans chaque idéologie, il y a plusieurs groupes qui vont se faire, voilà, et où chacun va donner en fait une explication différente, mais en fait ils partageront les dogmes communs quand même. Voilà. On pourrait donner cette affirmation par exemple à un prêtre catholique, voilà. Lui, il nous dirait que par exemple, Dieu, il a soufflé à nos ancêtres ou à un saint du passé ou que sais-je, qu'il fallait construire des pyramides à tel endroit, de telle manière, etc., etc. Et finalement, tout ce qu'on va y inscrire dedans, c'est le signe de la manifestation divine. Voilà. Donc, ça pourrait être une explication d'un catholique, par exemple. Si on poserait cette affirmation à un historien, lui, il nous dirait que on n'a absolument aucune source qui nous permette d'affirmer cette chose-là. Donc, finalement, cette affirmation, elle n'a aucun sens. Voilà. Donc, on voit qu'en fonction des idéologies, on ne répondra pas du tout de la même manière. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite info. Ouais. Et pour continuer, du coup, à expliquer où je veux en venir. Quelle idéologie, du coup, semble la plus pertinente pour développer notre hypothèse? Parce qu'il va bien falloir qu'on se range dans un cadre idéologique pour pouvoir affirmer une hypothèse, quoi. Donc, je vous rappelle l'hypothèse. D'instinct, au jour d'aujourd'hui, on se dirait qu'il faut adopter des méthodes rigoureuses. Voilà. Parce que c'est un peu ce qui influence notre société, notre civilisation d'aujourd'hui. Mais a priori, on ne peut pas vraiment le savoir. Parce qu'à partir du moment où on s'est extrait, si je puis dire, de quelconque idéologie, comment savoir laquelle est la plus vraie, la plus pertinente, celle qui est adéquate pour notre affirmation? On peut pas le savoir, parce que choisir l'idéologie adéquate, c'est choisir les dogmes qui font qu'elle existe, et du coup, cette sélection est complètement subjective. Voilà.
Donc c'est un peu problématique. Donc je vous rappelle, voilà, en 2023, si on veut valider une affirmation qui consiste à parler d'un fait du passé, eh ben, on va se rapporter à un domaine issu de l'idéologie scientifique qui s'appelle l'histoire. Voilà. Et en histoire, on applique une méthode, donc qui est la méthode historique, qui consiste à récolter des sources, à les mettre en perspective, à critiquer ces sources, voilà, etc. Pour finalement permettre de raconter le récit de ce qui s'est passé dans une perspective de vérité et d'objectivité. Voilà. Et donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'une fois qu'un historien a publié un papier, et ses pairs, ils vont pouvoir valider, invalider ce qui a été publié. Voilà. Donc ça, c'est en gros comment on fait de l'histoire au jour d'aujourd'hui. Ouais. Mais on voit que finalement, cette méthode historique, elle a évolué lentement. Déjà parce que passé un temps, il y avait beaucoup d'historiens qui étaient également chrétiens, voilà, par exemple au 19e siècle. Donc forcément, ils étaient influencés par l'idéologie chrétienne, même inconsciemment. Il y a aussi les outils techniques qui ont évolué. À partir d'un certain moment, on a eu accès à des nouveaux outils, comme par exemple le carbone 14, où la méthode historique s'enrichit également de tout ce que peuvent produire d'autres disciplines, comme par exemple les statistiques. Voilà. Donc malheureusement, nous, on n'a absolument aucune source, donc on pourra pas utiliser la méthode historique pour évaluer notre hypothèse. Alors comment on va faire? Malgré que le carbone 14 aujourd'hui, je sais pas si tu es d'accord avec ce que je vais dire, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais pour moi c'est pas quelque chose de super fiable le carbone 14, hein, parce que tu détermines ce qu'il y a autour de la pierre, les sédiments, mais pas la pierre en elle-même. C'est vrai. Donc voilà. On voit aussi, on voit que les historiens ils font des liens entre des choses qui n'ont pas forcément de relation de cause à effet. C'est ça. Donc c'est un peu flou aussi. Ou alors il faudrait strictement dire ce bout de bois qu'on a retrouvé au carbone 14, il date de temps, tu vois. Mais de là à dire les premiers peuples ont habité là parce que le bout de bois on l'a retrouvé, c'est vrai que c'est un petit peu plus bancal. Voilà, t'es d'accord avec moi. Voilà. Donc on voit aussi que ça a ses failles forcément, parce que si on était purement rationnel, comme tu essaies de le proposer et comme on le propose, on n'arriverait rien à dire en fait. Voilà, tout simplement. Ou alors simplement dire les faits. Voilà, au carbone 14, on a retrouvé un morceau de charbon qu'on date de temps. Voilà. Et s'arrêter là, tout simplement. Ça serait rationnel effectivement. Donc nous, comment on va faire puisqu'on n'a pas de source? Donc soit on va attendre qu'il y ait des nouvelles sources qui apparaissent. Donc ça exclut pas que demain on fasse des nouvelles découvertes archéologiques qui bouleversent complètement la vision qu'on avait de notre histoire. C'est pas impossible non plus. Voilà, par exemple, on peut attendre justement que les critères de validation de la méthode scientifique évoluent. Donc ça risque de prendre beaucoup plus de temps, et puis ça sera que petit à petit. Par exemple, si les changements idéologiques de notre société évoluent, etc. Donc si on trouve des nouvelles sources qui vont faire changer ces critères de validation, c'est possible aussi. Ou des nouveaux outils techniques qui nous apparaîtraient, etc. Bon. Donc on voit que même la méthode historique, elle a une capacité quand même évolutive. Voilà. Donc, si je peux dire, c'est pas perdu. Ouais. Mais bon, on peut quand même pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tous les courants idéologiques qu'on a à notre disposition, mais aucun à la fois. Puisque si on utilisait en particulier, c'est se ranger complètement dans celui-là, et on a dit que c'était peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Donc il y a un milieu qui existe, voilà, ça s'appelle le milieu qu'on appelle alternatif. Donc c'est ce milieu dans lequel a priori on appartient, toi et moi, Hervé. A priori. Puisqu'on dit qu'une personne est alternative à partir du moment où ses convictions, ses raisonnements sont en inadéquation avec les connaissances produites par les domaines de l'idéologie scientifique. Voilà. Quelle belle phrase. Donc voilà, je rappelle brièvement un peu en quoi consiste la méthode scientifique. Le but, c'est d'élaborer une théorie qui va nous permettre de prédire ce qui va se passer. On va pouvoir réaliser des expériences
et valider, du coup, en observant le résultat des expériences, la théorie initiale ou non. En gros, c'est ça. Donc il y a plusieurs outils qui nous permettent de faire ça. Il y a l'observation empirique, par exemple, qu'on utilise en astronomie. Il y a l'expérimentation, il y a la modélisation, la simulation numérique, etc., etc. Et on voit que toutes ces méthodes, elles s'adaptent finalement en fonction du domaine spécifique dans lequel elles se trouvent. Voilà. Donc dans ce milieu alternatif, la plupart des alternatives, du coup, alternent plusieurs cadres de référence, d'idéologie, pour évaluer la crédibilité de leurs hypothèses. Voilà. Typiquement, moi, ce que j'ai fait dans les émissions que j'ai fait chez Horus, j'ai mélangé les mathématiques, la mythologie, de l'ésotérisme, de l'histoire, mes propres projections, mes connaissances personnelles, donc qui sont non infinies, voilà. L'influence aussi que j'ai pu avoir d'autres alternatives, etc., etc. Donc, on peut dire que je me range dans le cadre, dans le milieu alternatif. Voilà. Donc, ce qui caractérise les alternatives, du coup, c'est cette inadéquation avec au moins une partie des connaissances de l'idéologie scientifique. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit. Mais du coup, ce qui les caractérise, c'est leur pluralité de vision du monde, puisque chacun va attribuer une valeur plus importante à telle ou telle idéologie, sans forcément en exclure d'autres. Voilà. Donc, il y a une très grande richesse dans le milieu alternatif, donc c'est ce qui est, pour moi, de mon point de vue, agréable et enrichissant, etc. Voilà. Donc, imaginons, s'il fallait évaluer donc, des hypothèses, comment est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait imaginer créer un domaine d'étude, une idéologie, en fait. Donc, finalement, des dogmes, voilà. Pourquoi pas, on pourrait appeler cette nouvelle matière, par exemple, la pyramidologie, ou la pyramidiologie, comme vous voulez, du coup. Donc, ça serait, par exemple, l'étude des pyramides du monde, voilà. Donc, il faudrait, par conséquent, du coup, déterminer tous les dogmes de cette nouvelle idéologie, et faire en sorte que ces dogmes ils soient partagés par l'ensemble, au moins par une majorité de personnes, qui soient, si je puis dire, robustes, crédibles, etc. Même s'ils sont... je rappelle, un dogme, c'est une vérité non prouvée, quoi. Voilà. Donc, il faut noter quand même que ce processus, il ressemble quand même à la création d'une secte ou d'une religion, d'une idéologie, en fait, c'est ça. Donc, est-ce qu'on doit finalement entreprendre cette démarche? C'est la question que je peux poser. Le point positif, c'est que ça nous permettrait de faire ressortir une vraie science des pyramides. Mais le point négatif, c'est qu'on ne saura jamais si les dogmes qu'on a établis, donc si les critères de validation, sont corrects. Donc voilà, maintenant le cadre il est posé et on va parler du concret. Donc il s'avère que ces principes mathématiques et géométriques qu'on a perçus dans la pyramide de Khéops et sur le plateau en général, on voit que c'est à peu près les mêmes sur d'autres pyramides du monde, mais également sur des sites mégalithiques comme des cercles de pierre, les rectangles solsticiaux de Howard Crowers par exemple, les alignements de menhirs, les dolmens, les temples, les églises, les cathédrales, les mosquées, etc., etc. En gros, sur plein de sites qu'on peut qualifier de sacrés. Voilà. Donc je vous montre un petit exemple, par exemple à Teotihuacan, là, on voit l'image. Donc j'ai fait le rapport par exemple entre la base de la pyramide du Soleil et la moyenne de la base de la pyramide de la Lune. Donc on voit que le rapport c'est 1 plus phi carré sur 2, où la base de la pyramide du Soleil divisé par la longueur de la base de la pyramide de la Lune, là ça nous donne le nombre d'or. Donc on voit que partout ça joue avec ces nombres qu'on avait vus dans les 2 émissions qu'on avait fait sur Monde Mystérieux. Ouais, beaucoup sur pi et phi, et sur des racines carrées de 3, si je me trompe pas. Ouais, carrément, il y a les racines de 2, 3, 5 par exemple. Voilà. Ouais. Alors, incroyable. Après, quand même, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le nombre pi, moi, je l'ai pas retrouvé tant de fois que ça. Voilà. Donc, je le dis comme ça, mais pourquoi pas. Voilà, de toute façon, tu fais un petit récap. Alors, ouais, voilà, là, c'est le petit récap. On va le voir. Tout à fait. Donc, là, pour replacer brièvement dans le contexte des recherches qu'on avait fait sur la pyramide, pour ceux qui n'auraient pas vu les émissions, du coup. Ce que j'avais fait un peu, du coup, c'était répartir sur la pyramide plein de points, comme ceci. Le sommet de la pyramide, les angles de la base,
puis le niveau de la chambre du roi, la sortie des conduits, voilà, etc. Et donc avec tous ces points, j'obtenais plein de longueurs entre chacun des points, et tout ce qui me suffisait, c'était de les diviser, enfin diviser chaque longueur par une autre, voilà, pour voir si elles étaient en lien les unes par rapport aux autres. Voilà. Donc l'idée que j'ai eue en fait, c'était de reproduire cette méthode à une échelle mondiale, donc sur toute la planète. Donc ces points, ils sont plus sur un monument, mais en fait ils sont sur le positionnement de certains sites sacrés sur la planète. Donc là par exemple, vous avez Stonehenge, le Vatican, Khéops, Baalbek, voilà. Donc j'ai fait ça pour plusieurs sites, mais j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs problèmes en fait. Quel lieu on va sélectionner, voilà. Parce qu'on pourra en sélectionner finalement 500 000. Et ouais, voilà, oui, ça c'était une question que j'allais te poser, c'est combien de sites tu as sélectionné? Alors moi du coup je me suis borné à 11 sites. Ouais. Donc ces 11 sites que j'ai étudiés de fond en comble, c'est du coup la double émission que j'ai fait sur Horus. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui le but, ça va être de voir si on avait beaucoup de chance d'en obtenir autant, ou si on avait finalement c'était un peu dû au hasard tout ça. Donc en fait là ça va être mon objectif aujourd'hui, d'évaluer par rapport au hasard la qualité du placement de ces sites. Voilà. Mais bon, pour répondre à cette question, on va voir que il y a plein de problèmes, à commencer par ceci. Quel lieu sélectionner? Comment savoir si la méthode qui est utilisée à cette échelle mondiale est strictement la même que celle utilisée à échelle locale? Parce que peut-être qu'elle est différente. Comment savoir à quel point les anciens étaient précis ou non? Qu'est-ce qu'un rapport significatif? Voilà. Comment différencier un rapport significatif d'un rapport hasardeux? Oui, parce que si je sais pas, une distance elle est 2 fois plus grande qu'une autre, est-ce que c'est dû au hasard ou est-ce que c'est une volonté humaine? Difficile de faire la différence. Et sixième problème du coup, comment évaluer la qualité des données de Google Earth? Donc, est-ce qu'on est vraiment sûr aussi que les distances qu'on a sur Google Earth, elles sont justes ou pas? Donc, on voit qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent, donc on va essayer de répondre un peu à tous ces problèmes, de les résoudre. Donc, pour tout ça, j'ai été obligé de m'imposer des dogmes, voilà. Comme, forcément, si je veux évaluer la qualité d'une affirmation, je suis obligé de m'imposer des dogmes. Bien sûr. Donc, quels sont-ils? Du coup, voilà, des dogmes qui se transformeraient en prédictions, du coup, puisqu'ils sont censés prédire ce qu'on devrait trouver. Donc, quelles sont ces prédictions? Déjà, c'est que moi, je pense que les plus grands sites sacrés, ils sont reliés entre eux par des principes, voilà, qui soient mathématiques, géométriques, astronomiques, peut-être même d'autres choses. Je pense qu'ils sont reliés, que ces rapports mathématiques, par exemple, on pourrait retrouver du nombre d'or, avec toutes ces variantes, tous les rapports en nombre entier, particulièrement le 7, le 5 et le 3, et la racine de 2, la racine de 3 et la racine de 5 en particulier. Et racine de 5 moins 1, voilà. Et oui, parce que on avait fait donc à la même période, un petit peu avant, quelques mois avant que tu passes sur Monde Mystérieux, on avait fait donc les géométries sacrées, que j'invite le public, peut-être les nouveaux abonnés à aller voir également. Et on avait fait une table ronde au final, et c'est un peu ce qui ressortait là, ce que tu es en train de nous ressortir, puisque aujourd'hui, on ne sait pas si c'est le fruit du hasard ou si c'est. Moi, je pense que voilà, il y a un lien, et je n'enlèverai pas ça de ma tête, qu'on est dans une matrice et que tout est relié, comme tu l'as très bien écrit ici, mathématiquement, géométriquement et astronomiquement. Et d'autres facteurs aussi. Ce qui est intéressant dans les invités que tu avais reçus, Hervé, en tout cas, c'est que chacun d'entre eux, s'ils en sont arrivés là, si je puis dire, c'est qu'à un moment donné, ils en ont été convaincus de la pertinence de ce qu'ils proposaient. Tout simplement parce que certains proposaient des démonstrations géométriques extrêmement pertinentes, voilà. D'autres plus dans les mathématiques, etc. Mais bon, c'était tellement hermétique, si je puis dire, que pour eux, ça laissait plus trop de place au doute. Mais pourtant, bien sûr, eux, ils avaient toujours cette question hasard, pas hasard, et c'est celle qu'on pose à peu près tout le temps, celle qu'on se pose tout le temps, quoi.
Donc bah moi bien aujourd'hui, sûr. je vais essayer de répondre à cette question, hasard ou pas hasard. Voilà. Et bien sûr. Mais quelque part, c'est une continuité, quoi. Je veux dire, c'est parce que bon, enfin, on reviendra à la fin dessus. Je vais te Ok. laisser continuer. C'est un Ok. truc de fou. Ben, je présuppose aussi que ben, certaines des longueurs qu'on va obtenir, elles vont nous donner des subdivisions de la taille de la Terre, étant donné toute cette science géodésique qu'on retrouve sur tous les sites. Mhm, Donc, je présuppose, hein, comme je l'avais montré dans l'émission d'Horus, ouais. enfin, sur Horus, Mhm, qu'on va retrouver les unités de mesure qui constituent ben, la kin égyptienne. Voilà. C'est-à-dire la paume, la palme, l'empan, mhm. la coudée et le pied royal. Voilà. Et peut-être d'autres. Donc, pourquoi pas, je laisse la porte ouverte. Mais, mais je préfère pas en parler. On va rester sur ces Ouais, dogmes. Voilà. ouais. Je te comprends, je te comprends. Déjà, ça fait déjà beaucoup, hein. Euh, Ouais. donc, bah, on voit que cette démarche-là que je propose, elle est incompatible avec la démarche rigoureuse scientifique, puisqu'on présuppose des vérités qui sont non démontrées dans le cadre de l'idéologie en question, c'est-à-dire ici Mhm, l'histoire. Voilà. Mais cet ensemble de dogmes, il forme a priori, du coup, mon idéologie individuelle. Voilà. Mais il faut savoir que ben, d'autres personnes partagent tout ou partie de ces dogmes. Voilà, quand même. mhm. Et c'est là où on voit que les dogmes que chaque alternative s'impose ne sont pas figés. Et là, on voit la richesse aussi que ben, chacun... Enfin, on voit la richesse là où chacun peut s'imposer tel ou tel dogme, quoi. Tiens, pourquoi celui-là, il s'impose... Enfin, pourquoi celui-là, pour lui, c'est extrêmement vrai, cette affirmation, et pas pour l'autre, etc. Donc c'est intéressant de voir un peu les différences chez chacun. Bien Voilà. sûr. Bon, ben, on va rentrer du coup un peu plus encore dans le vif du sujet. Donc j'ai sélectionné 11 lieux. Donc bah, je vais vous les présenter rapidement. Du coup, il y a Gizeh, Teotihuacan, bah, le mausolée de l'empereur Qin, Sacsayhuaman, Baalbek, le Vatican, Stonehenge, Angkor Wat, le pôle Nord et le pôle Sud. Donc ça, c'est les 10 lieux que j'ai utilisés sur Horus. Et du coup, le 11e, que j'ai déterminé, justement, en traçant un peu toutes ces distances entre ces 10 premiers sites. Mhm. Et bah, j'ai remarqué qu'ils se croisaient, enfin que certains se croisaient, du coup, sur cette fameuse structure de Risha. Voilà. Donc, qui est Mhm. du coup le 11e lieu que j'ai ajouté à l'étude. Et donc, la voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. La fameuse structure de Richard. Tout à fait. Donc bah forcément en la voyant, moi le premier truc que je me suis dit, c'est que ben tiens, ça ressemble à la description que Platon avait faite, tout simplement parce qu'il y avait des cercles concentriques, quoi. Donc qui avait fait de l'Atlantide, hein. Voilà. Ouais. Euh, voilà. Donc bah, ce qui est intéressant, donc j'ai beaucoup parlé un peu de cette structure sur la chaîne Horus toujours. Par contre là, je vais vous rajouter du coup d'autres petits éléments un peu sympas. Euh, Comme par exemple, ben, au cœur de cette structure, on retrouve ben, ses fondations, on va dire, ses vestiges, je sais pas comment on peut dire. Du coup, du temple d'Atlas, d'après Google Maps, lui nous dit que c'est le temple d'Atlas. D'accord. Donc bah, c'est rigolo parce que Atlas, ça nous fait penser du coup à Atlas de Maurétanie, ou alors Titan Atlas de la mythologie grecque. Mhm. Donc on nous dit que sur Wikipédia qu'Atlas c'était un roi légendaire de Maurétanie, donc à pas confondre avec la Mauritanie. Ouais. La Mauritanie, J'allais dire, ouais. la Mauritanie donc comprend la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, quoi. Voilà. Donc en gros ça va de, on va dire, bah, la structure de Risha jusqu'à les montagnes de l'Atlas, Ouais. jusqu'à la Tunisie, quoi, sur la côte. Ok. Donc ce roi Atlas aurait été a priori un expert en philosophie, en mathématiques et en astronomie. Voilà. Dans l'Antiquité, il a été crédité d'avoir inventé le premier globe céleste. Et dans certains textes médiévaux, il est même crédité de l'invention de l'astronomie elle-même. Donc D'accord. voilà, dans la mythologie grecque, Atlas a refusé l'hospitalité à Persée, etc. Donc on voit qu'il y a il y a plein de légendes autour de ce titan. Voilà. Mhm. Et dans sa signification moderne, donc c'est dérivé du travail du XVIe siècle de Gérard Mercator, dont on avait parlé aussi brièvement dans l'émission sur Horus. Ouais.
qui a été consacré du coup au roi Atlas et le définissant comme le père de la géographie. Donc c'est rigolo aussi, géographie, astronomie, mathématiques, encore des notions qu'on retrouve dans notre étude là où on veut chercher, écoute, démontrer, voir si l'Atlantide elle est au cœur de ce système. Voilà. Ouais. Parce que c'est ça que je présuppose au fond, c'est que l'Atlantide, en tout cas la structure de Risha, est finalement au cœur de ce système mathématique. Voilà. Donc on va essayer de démontrer ça aussi. Donc ce qui est rigolo, comme je sais que je suis sur la chaîne Monde Mystérieux, donc je vais montrer ce qu'il y a un peu de mystérieux aussi. C'est ces deux triangles, voilà. Donc je sais pas si vous les voyez là et là. Voilà, donc je sais pas trop ce que c'est, donc bon, je vous les partage aussi. C'est sympa. Donc il y a un monsieur qui s'appelle Hérodote, donc il y a 2000 ans, qui a dit que donc lui il avait en fait à cette époque on se représentait le monde on va dire comme ceci, donc avec l'Europe, l'Asie et l'Afrique comme ici, qu'on appelait la Libye. Et ce fameux Hérodote, lui, il positionnait les Atlantes carrément à l'ouest de l'Afrique, en dessous du monde, en dessous de l'Atlas, voilà. Oui, parce que reviens, on voit bien en haut, on voit bien la botte de l'Italie, hein, donc on reconnaît que c'est l'Italie, et on voit la Sicile et donc l'Espagne, les colonnes d'Hercule. Mais ok, ouais. Donc c'est exactement à l'endroit où est positionnée la structure de Risha. Voilà. Exactement, ouais. Donc encore un indice qui donne un peu plus de crédit à mon hypothèse, ou en tout cas qui va contribuer justement à faire varier mes cotes internes. Est-ce que c'est l'Atlantide, est-ce que c'est pas l'Atlantide? Et plus je vais trouver des indices qui vont aller en faveur de l'affirmation c'est l'Atlantide, et bien plus ma cote va évoluer dans ce sens. Ou plus d'autres indices vont m'indiquer que ce n'est pas l'Atlantide, et plus ma cote, pareil, elle va baisser. Voilà. Donc voilà. Parce que au fond, qu'est-ce que l'Atlantide aussi? On pourrait se poser la question. Donc déjà, l'Atlantide, est-ce que c'est vraiment un endroit où il y avait un peuple qui avait une technologie vraiment super avancée? Ou est-ce que c'était un peuple qui habitait là, mais qui avait des connaissances, des connaissances importantes, mais pas forcément de technologie avancée? Ou est-ce que c'est juste un mythe? Ou est-ce qu'en fait c'est juste on veut nous parler d'un endroit sur Terre super important, sans pour autant que personne n'y ait jamais vécu, mais on a transformé un peu tout ça en créant des mythes, l'histoire des Atlantes, etc. En fait tout ça on n'en sait rien puisque ça s'est passé dans le passé. Donc à chacune de ces issues qu'on peut imaginer, on va attribuer pareil une cote, tout simplement. Donc on ne sait pas. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai décidé d'approfondir un peu les liens qu'il y avait entre les 11 sites, pour voir si l'emplacement de l'Atlantide était pertinent. Donc je vous propose quelques exemples que j'avais trouvés. Voilà. Donc par exemple, je voyais que l'azimut entre Gizeh et Teotihuacan était de 45 degrés. Du coup, en fait, c'était la diagonale d'un carré orienté sur les axes cardinaux. Mais on voyait également que les dimensions de ce carré fictif, elles étaient en lien avec des unités de mesure qui étaient la coudée royale égyptienne. Puisque le périmètre du carré, il faisait 66 666 666 coudées. Voilà. Donc 2/3 de 100 millions. Incroyable. Donc, au-delà de tracer des formes géométriques, pas des formes géométriques, mais plutôt des systèmes modulaires carrés, ou alors même des cercles, etc. Plein de choses comme ça. On voit qu'en plus, ces figures, elles sont en lien avec des unités de mesure, celles de la kin égyptienne. Voilà. Donc, on a aussi le périmètre de ce carré qui est égal à la distance Teotihuacan-Chine multipliée par 2,618. Voilà. Donc on voit que on voit aussi que les distances, même si on sort, en sortant de ce carré, on voit que c'est en lien avec d'autres. Ouais, elles ont un lien, hein, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc en fait, moi je vais en arriver à vous dire qu'en fait, tous ces rapports de longueur, en fait, ils sont
emboîtés les uns dans les autres, et c'est ce qui nous forme finalement une certaine logique. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Deuxième exemple que je vous propose, par exemple, c'est tous les rapports de longueur qu'on peut trouver. Voilà, donc là je vous en propose quelques-uns. On voit du 4/5, du racine de 3, etc. etc. Donc vous pourrez faire pause pour voir un peu plus en détail, ou regarder les émissions sur Horus pour voir l'ensemble des rapports. J'en ai proposé je sais pas combien. Effectivement, du coup j'ai essayé du coup de bâtir des systèmes logiques. Donc au-delà de regarder des distances qu'on pouvait avoir sur la Terre, j'ai aussi regardé les distances qu'on pouvait avoir en traversant la Terre. Voilà. Donc là, par exemple, la distance en rouge entre Chine et l'Atlantide, elle traverse la Terre. Voilà. Donc on voit que par exemple, Chine-Jérusalem sur Atlantide-Jérusalem, ça nous fait 4/3. Si on rajoute Teotihuacan, on voit que Teotihuacan-Atlantide sur Chine-Jérusalem, ça nous fait aussi 4/3. Et donc on voit aussi que Chine-Teotihuacan sur Atlantide-Teotihuacan, c'est aussi 4/3. Et sur la surface du globe, Chine-Teotihuacan, en fait, c'est 1/3 de la circonférence terrestre. Donc ça fait plein de rapports logiques. Je pourrais rejeter aussi celui-là. L'Atlantide en Corval divisé par Atlantide-Teotihuacan, ça fait aussi 4/3. Donc on voit que toutes ces mesures, en fait, elles sont imbriquées les unes dans les autres. Une fois qu'elle fait 4, celle d'après, si elle fait 3, celle d'après, elle fait 4. Après, elle se transforme en 3. Celle d'après, elle fait 4. Qui se retransforme en 3. Celle d'après, elle fait 4. C'est dingue. Donc on voit qu'il y a un système logique qui commence à se mettre en place. Ouais, carrément. Ouais. Là, tu commences à dire, attends, là, j'ai mis la main sur un truc, il faut que je continue ma démarche, quoi. Tout à fait. C'est un truc de fou, ouais. Du coup, mes premières impressions. Voilà. Le nombre de rapports significatifs, il me paraissait extrêmement important déjà. Et en plus, il y avait un système logique qui commençait à se mettre en place en intégrant les unités de mesure de la kin égyptienne. Ça faisait déjà beaucoup de paramètres. Donc c'est pour ça que j'ai continué. Et donc j'ai présenté ces constatations du coup dans la double émission sur Horus. Et puis j'ai entendu quelqu'un me dire, de toute façon, en cherchant bien, on trouve tout ce que l'on veut. Et donc c'est cette réflexion finalement qui m'a motivé à entreprendre du coup une vraie étude statistique pour voir si en cherchant bien, on trouve vraiment tout ce que l'on veut ou non. Parce que pour moi, cette affirmation, elle est émise par quelqu'un qui n'a pas pris le temps d'évaluer la qualité du travail que je propose, ou en tout cas la qualité des rapports en question, quoi. Effectivement, si on sélectionne trivialement des données, on va privilégier celles qui vont dans le sens que l'on désire. Ça, je le conçois. Donc c'est pour ça que cette étude statistique, j'ai voulu faire en sorte qu'elle soit la plus rigoureuse possible. Voilà. Donc il a fallu que je me questionne sur ce que je cherchais vraiment. Donc voilà ce que je recherche. Donc je recherche à évaluer la probabilité d'obtenir au moins autant de rapports significatifs entre les 11 lieux que j'ai présentés sur la chaîne Horus. Voilà. Donc, première question, qu'est-ce qu'un rapport significatif? Qui, quand et comment on va les déterminer? Deuxième question qu'on peut se poser, quelle méthode est-ce qu'on va utiliser pour évaluer la probabilité? Et troisième question, finalement le problème que j'ai envie de mettre en lumière. Suggestion. C'est que les 11 lieux qu'on choisit aussi, ils sont choisis de manière triviale. Pourquoi on choisit ceci et pas d'autres? Donc il faudrait définir, pour le coup, encore une fois, des dogmes qui nous disent, par exemple, on retiendra comme site sacré tous les sites qui sont positionnés à une latitude qui nous permet de révéler, je sais pas, quelque chose, ou bien voilà, il faudrait trouver plein de caractéristiques qui nous permettraient de dire ça c'est un site sacré, ça c'en est pas un, et du coup il faudrait intégrer après du coup tous les sites sacrés dans notre étude pour voir du coup si c'est intéressant ou pas. Voilà. Mais bon, du coup je suis pas allé jusqu'à là. Voilà. Afin de faciliter du coup la présentation que je vais vous faire, je vais me débarrasser un peu du jargon habituel des statistiques, voilà, pour que ça soit un peu plus
que ça soit un peu mieux sympa à regarder, tout simplement. Donc, d'abord, les rapports significatifs. Qu'est-ce qu'un rapport significatif? Donc, on voit que leur sélection, elle est triviale et ambiguë. Et dans l'hypothèse où il existerait une cause humaine au fait que ces sites soient reliés à travers des rapports significatifs, on ne connaît pas a priori ce qu'on cherche, c'est-à-dire les rapports significatifs à sélectionner, puisqu'on n'a aucune source. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Donc moi, je vous propose de le faire en 2 étapes. D'abord, de sélectionner un groupe logique de valeurs numériques, par exemple dans lequel on intégrerait les rapports de Fibonacci, par exemple, ou bien des rapports en nombre entier, en fractions simples, ou bien on pourrait se dire on met les rapports musicaux, ou les rapports entre les planètes, enfin, je sais pas, le temps d'orbite de chaque planète autour du Soleil, ou bien on pourrait intégrer les nombres premiers, ou les rapports des solides de Platon. Enfin, on pourrait... Oui, ce que tu as démontré aussi, les solides de Platon. Du coup, voilà, on va essayer d'évaluer ça. Du coup, j'ai créé un logiciel qui va nous permettre de voir si, avec ces 11 sites, c'est pertinent ou pas d'utiliser les rapports des solides de Platon. Donc ça, on pourrait essayer de le regarder très facilement. Et donc, je vous présenterai ce petit logiciel après. D'accord. Donc, c'est ça un peu le plus gros du boulot. Je suis désolé, j'ai pas teasé dessus, j'aurais dû teaser dessus. Pas de souci. Mais voilà. Donc, ou alors, autre possibilité pour sélectionner nos valeurs, on peut faire une présélection. Et donc là, comme je vous l'ai proposé, du coup, on pourrait mettre tous les rapports du nombre d'or, les rapports en nombre entier, plus, je sais plus ce que j'avais proposé, mais voilà, déjà ça par exemple. Donc voilà, on pourrait essayer avec cette présélection. Combien de valeurs on va sélectionner? Donc, si on fait un groupe logique, là, je vous propose de sélectionner entre 10 et 30 valeurs en moyenne, voilà. Et si on fait une grosse présélection, du coup, entre 20 et 80 rapports, voilà. Donc ça, c'est pour que ça soit un peu pertinent ce qu'on raconte, quoi. Mais bon, on peut faire comme on veut dans l'absolu. Présélection de rapports significatifs. Donc, moi, du coup, j'ai constitué un groupe de 72 valeurs significatives, non pas tout seul, mais avec, si je puis dire, l'aval de chercheurs alternatifs, d'occultistes ou de personnes qui s'intéressent un peu de près ou de loin à tout ça, quoi. Donc ça m'a permis de ressortir toutes ces valeurs. Donc à l'intérieur, on retrouve beaucoup de rapports avec le nombre d'or, les rapports en nombre entier, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si je puis dire. Voilà. Donc ça, c'est pour les rapports significatifs. Maintenant, parlons du taux d'erreur. Parce que on va être obligé de sélectionner un taux d'erreur. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, on ne trouvera jamais une distance qui est 2 fois plus grande qu'une autre. Mais elle sera toujours 2,00001 plus grande qu'une autre, en fait. On ne trouvera jamais pile poil. Donc, à partir de quand est-ce qu'on considère qu'une valeur est exactement 0,5 fois plus grande qu'une autre? Donc, pour reprendre notre exemple de 0,5, du coup, est-ce qu'on considère que c'est juste si ça fait entre 0,49 et 0,51, ou être entre 0,495 et 0,505, etc., etc. En gros, voilà, il faut sélectionner ce taux d'erreur, quoi. Pour dire, cette valeur, oui, c'est un nombre significatif, elle apparaît, etc., c'est validé. Voilà. Donc, pareil, la sélection d'un taux d'erreur, lui aussi, c'est une sélection qui est a priori triviale et ambiguë. C'est pourquoi il va falloir qu'on trouve une solution pour répondre à cette question. Je vous en proposerai une tout à l'heure. Et donc, on va découvrir, petit à petit, le logiciel que je vais vous présenter, donc qui s'appelle l'Atlantator. Voilà. Ça rigole plus, là. Du coup, j'ai réalisé plein de tirages aléatoires. Je vais vous expliquer comment. En fait, du coup, c'est pour voir, selon le hasard, combien je suis censé obtenir de rapports significatifs. Donc voilà un peu comment j'ai procédé. J'ai imaginé une sphère, donc pour représenter la Terre, et j'ai demandé du coup à mon logiciel de me tirer au sort
des coordonnées, voilà, sur cette Terre. Grâce au tirage des coordonnées sur cette sphère, mon logiciel il va me calculer toutes les distances qu'il y a entre les points. Voilà. Ouais. Il va faire le rapport entre toutes ces longueurs obtenues. Et on va obtenir au total 1485 rapports de longueur. Ça, c'est pour 11 sites. Voilà. Donc tout le temps, on aura ces 1485 rapports de longueur. On va calculer du coup le total de rapports significatifs parmi les 1085 rapports de longueur selon le rapport d'erreur acceptable qu'on aura renseigné. Donc le logiciel, il va nous dire, pour un taux d'erreur de 99,9%, eh ben, tu obtiendras, je dis n'importe quoi, 80 rapports significatifs. Donc 84. D'accord. Donc là, c'est le but du logiciel, c'est ce qu'il va faire. Donc à chaque tirage au sort, il va nous dire combien on trouve de rapports. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reporter sur un papier. Voilà. Donc je dis sur un papier, mais en fait sur un tableur Excel. Mais en gros, je vais reporter tous les résultats que j'obtiens pour chacun des tirages. Voilà. Et donc, je vais faire ça pour plusieurs niveaux de précision. Et donc, ça va me permettre... donc, pas encore, je vais vous le dire après. Pardon. Donc, je vous montre un peu comment procéder. Donc, par exemple, je renseigne un taux d'erreur. Donc, ici, de 1 sur 2500. Et puis, donc là, je vous montre dans la vidéo. Je vais appuyer sur la touche espace. Et dès que j'appuie sur la touche espace, ça va me sortir un nombre de rapports. Vous voyez, 40, 49, 41, 58, 35, etc. Eh ben, c'est le nombre de rapports que j'obtiens en fonction de ce tirage aléatoire. Donc, je les renseigne petit à petit. Dans ce tableau, par exemple, voilà. Je crois que vous en avez quelques-uns, mais j'en ai fait... je vous montrerai combien j'en ai fait après pour chaque rapport d'erreur, mais j'en ai fait beaucoup. Et le but, après, c'est de créer une moyenne. Voilà. Donc, en moyenne, pour ce taux d'erreur, combien est-ce que j'obtiens de rapports significatifs? Donc, on va faire la moyenne de tous ces nombres. Mais on va calculer aussi l'écart type, voilà, entre cette base de données. C'est ce qui va nous permettre de calculer la probabilité d'en obtenir autant. C'est-à-dire l'écart type, c'est quoi la différence? Alors, c'est pas tout à fait la différence, en fait. C'est une formule mathématique un petit peu compliquée pour expliquer ce que c'est l'écart type, si tu veux. Mais en gros, pour faire très simple, on va dire quelque chose qui est faux. Mais en gros, c'est ce que tu dis, voilà, c'est l'écart en moyenne qu'on obtient. Si par exemple l'écart type, si par exemple la moyenne c'est 50 et que l'écart type on va dire c'est 6, et quand je fais des tirages, ça va tourner entre 44 et 56. Voilà les résultats. D'accord, ok. C'est pas vrai ce que je te dis parce que c'est pas tout à fait ça, mais pour se schématiser. Mais d'accord, oui. Comme ça. Ok. En gros c'est ça. Donc c'est l'étendue, on appelle ça. On va pouvoir. D'accord. On va pouvoir voir l'étendue qu'il y a. Voilà. Ok. Donc, avec ces deux données, la moyenne et l'écart type, on peut calculer la probabilité, voilà, avec ce qu'on appelle la loi normale, tout simplement, la loi normale de probabilité. Voilà. Ok. Donc après, je vous passe comment on fait tout ça, mais c'est pour un petit peu. Oui, non, parce qu'il est important, parce que peut-être il y en a, ils vont se perdre en voyant tout ça, et ça c'est Yann, hein, désolé, voilà. Mais c'est important que tu expliques, et tu expliques super bien, et moi je comprends, mais c'est important de passer par là. Donc accrochez-vous, on est encore au début, mais il est important de voir tout ça d'abord. Donc c'est important de le dire, effectivement. Tout à fait. Non seulement c'est important de le dire, après c'est pas forcément important de bien tout comprendre comment j'ai procédé. Ce qui va être après important de comprendre, c'est comment fonctionne le logiciel pour que chacun puisse l'utiliser. Voilà. Ouais. Mais bon, là je vous explique quand même comment je l'ai construit au fond. Donc c'est quand même intéressant. Donc je vais répéter cette opération. Donc là je le fais pour 1 sur 2500. Mais je vais répéter l'opération pour un taux d'erreur de 1 pour 3500, par exemple. Du coup, je vais en obtenir moins, la moyenne sera plus faible, puisque le taux de précision est plus important. Donc, ça va me donner une autre probabilité, etc., etc. Donc, je vais faire ça pour plein de taux de précision. Okay. Et donc, voilà le récapitulatif, du coup. Par exemple, que pour un taux d'erreur de 1 pour 500, voilà, donc qui correspond à un taux d'erreur de 99,8%,
j'ai réalisé quasiment 1200 tirages aléatoires. D'accord. Grâce à ces tirages aléatoires, j'ai pu déterminer la moyenne et l'écart type. Donc, on voit que si on sélectionne 11 lieux et qu'on considère comme vraies toutes les valeurs significatives justes à 99,8%, on obtiendra en moyenne 255 rapports significatifs. Voilà. Donc, Ok. intuitivement, déjà, moi, j'aurais jamais imaginé qu'on en trouve autant de rapports Ouais. significatifs. Je sais pas pour Ouais. toi, en réfléchissant un petit peu, bon, certes, il y a quand même 1485 rapports disponibles, mais quand même en obtenir 255, moi, je trouvais ça quand même beaucoup. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe, tout simplement. C'est le hasard qui veut ça. Voilà, tout simplement. Donc, ben, je peux... Enfin, donc j'ai fait ça, donc je vais vous l'expliquer encore un petit peu. Donc j'ai fait ça Ouais. chaque taux d'erreur, voilà. Donc vous voyez, je vous précise à chaque fois le nombre de tirages. Donc forcément, plus on va faire de tirages et plus la moyenne va être juste, voilà. Oui. Et plus elle va tendre. Mais à partir de 1000 tirages, déjà, honnêtement, on a beau en faire d'autres, ça change pas grand-chose au chiffre de la moyenne. Voilà. Donc ben j'ai placé du coup les résultats obtenus sur un graphique